Regardez bien, avant de parler de ça, je voudrais d'abord vous expliquer c'est quoi le moussard. Parce que on a fait 1900 cours pratiquement. D'accord, presque 2000 cours depuis 8 ans. On a commencé ensemble il y a 8 ans. Et vous m'avez mis dans la rubrique moussard. Mais les gens ils croient que c'est quoi le moussard? C'est l'éthique. Comme la traduction de moussard, c'est l'éthique. Ou bien ils croient que c'est quoi le moussard? C'est taper sur c'est taper sur un coup de bâton. Donner des coups de bâton. Alors, vous avez vu, le moussard, c'est pas tellement des coups de bâton. Et c'est pas non plus tellement l'éthique. Alors c'est quoi le moussard? Je vais vous dire. En fait, dans le monde des yeshivot, il y a une histoire de ce qu'on appelle le mouvement du moussard. Il y a une histoire. Dans le monde des yeshivot, on explique c'est quoi le moussard. Chez les Marocains, chez les Tunisiens, le moussard, c'était un peu tapé. Les rabbins, ils venaient, ils faisaient du moussard le samedi après-midi, et ils disaient, oui, il faut faire Shabbat, il faut pas aller faut laisser vos enfants aller dans les soirées dansantes. C'est ça le moussard. Mais en réalité, c'est pas ça le moussard. Il faut savoir de quoi on parle. Le moussard, c'est une partie très très importante de la Torah. C'est quoi exactement le moussard? Ce qu'on appelle le mouvement du moussard qui a été créé par Rav Israël Salanter et qui a mis en exergue, il a mis en évidence tous les enseignements de nos maîtres, le vrai moussard, il a commencé avec Moshe Rabbeinu, il a commencé avec la Torah. Dans le Torah, il y a énormément d'enseignements de moussard. Dans Rashi, sur la Torah, il y a énormément d'enseignements de moussard. Dans le Ramban, sur la Torah, il y a énormément d'enseignements de moussard. Après, il y a eu des balais moussard qui étaient venus bien avant Rav Israël Salanter, comme le Chovot Al-Vavot, le Ibn Pakuda, comme Mesilot Isharim avec le Ramchal. Donc il y a énormément de gens qui faisaient du moussard. Même déjà tous les Midrashim, tous les Ein Yaakov, tous les Agadot de la Gemara, du Talmud, les Agadot du Talmud de Babylone, c'est également du moussard. Maintenant, c'est quoi le moussard? Rabbi Yosef, est-ce que vous pouvez me donner une définition claire du moussard? Le moussard, c'est exact, je vais vous dire en 2 mots, c'est prendre des vrais chazal, prendre des enseignements du Talmud ou des maîtres de la Torah et de les expliquer d'une façon qu'on puisse réaliser cette Torah-là aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. C'est appliquer, prendre des enseignements un peu philosophiques ou un peu terre à terre, mais qui peut être ou bien philosophique ou terre à terre, ou les deux en même temps, et les appliquer dans notre vie de tous les jours. Ça ne sert à rien de prendre des textes de Torah et de faire des pilpoulim là-dessus et de dire après, c'est un principe philosophique. Des fois, ça peut avoir un intérêt si on peut l'appliquer tous les jours. Mais si on ne peut pas du tout l'appliquer, ça n'a aucun intérêt. Comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est pas comme étudier la Gemara en Youn. Ici, il faut quand même prendre des enseignements et savoir comment maintenant je vais les utiliser dans ma vie, dans mon quotidien. C'est ça le moussard. C'est prendre des enseignements très très théoriques et essayer de les appliquer. Par exemple, le principe d'Amalek. Quoi ça? Il faut détruire Amalek. Bon, ok, c'est sympathique, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre un peuple et le détruire, le faire un génocide. C'est quoi Amalek? C'est quoi ce principe? Donc il y a un principe de moussard qui va être déduit de texte sur la Megillah d'Esther, et ces principes de moussard, on doit les appliquer dans notre vie de tous les jours. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça le moussard. Vous voyez? Alors dans ce mouvement de moussard, il y a plusieurs tendances. Celui qui a créé le mouvement de moussard en premier, c'était vers la fin du 19e siècle, c'est Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il a pris des textes comme le Ramchal, comme les Sot Yesharim, Tarech Hashem, comme le Chovot Al-Vavot, ou bien des textes de Chazal, comme Rabbi Ben Balanas, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, il a ramené tous ces principes-là. Même dans le Zohar, on peut sortir du principe du Zohar, du Moussar. Du Harizal, on peut étudier le Harizal, on peut étudier au niveau kabbalistique, mais on peut aussi sortir du Moussar de ça. Ok? Donc Rabbi Israël, c'est lui qui a créé ce principe-là que dans les Shivot, on étudie une demi-heure de Moussar. On prend des textes, on essaie de les faire entrer en nous-mêmes et de nous imprégner de ces textes-là pour que ça puisse nous imprégner au quotidien. Ok. Maintenant, de Rabbi Israël, il est sorti plusieurs tendances. En gros, 3 tendances. La première tendance, c'est la plus connue, enfin, il y en a 3 qui sont très connues, c'est le Saba Mikelem, qui a donné Yeshivat Kelem, Saba Mislavotka, qui a donné Slavotka à Hebron aujourd'hui, et le Saba Noverdok, qui était qui marchait énormément il y a 110 ans, 80 ans, en Lituanie, qui maintenant marche beaucoup moins. Ok, par exemple, un descendant de l'enseignement de Noverdok, c'était Rabbeinu à Paris. D'accord? Ou bien Raphaël Kanievski en Israël. C'était un des rabbanim qui ont grandi dans ces yeshivot de la tendance Noverdok. Alors je vais expliquer ces 3 tendances-là. On va commencer par Noverdok. Noverdok, en fait, c'est la tendance... il y a les 2 extrêmes, en fait, c'est Noverdok et Slavotka, et celle du milieu, c'est Kelem. Kelem, c'est ce qui a donné Mir. Les yeshivot de Mir, dans Mir, dans laquelle Ravalbe vient. Dans laquelle nous, on vient. Okay. Donc la tendance de Noverdok, c'est quoi? C'est de mettre en évidence le côté négatif de l'homme. Que dire ça en Sachakol, en gros, l'homme,
il vaut pas grand-chose. Et qu'il faut revenir à un niveau, il faut revenir à un niveau, il faut à une certaine réalité, qu'il ne faut pas se prendre pour des vedettes. Que l'homme, il doit étudier la Torah et pas trop se prendre pour une vedette. Et c'est un avantage, cette chita-là, par exemple, de se dire, bon, je vais grandir, mais en prenant conscience qu'en finalement l'homme, il vient, Adam, ça vient de Adama. Que ça, quand on retombe sur terre un jour, on va redevenir de la chair qui va être bouffée par des rats. C'est reprendre conscience de qui je viens. Finalement, je suis qu'une petite passe-roucha. Je ne suis pas grand-chose. C'est une façon. Aujourd'hui, comme l'homme il est tellement bas, cette technique-là qui marchait très bien, ces Shiva de Novardok, il y en avait des centaines à l'époque, ou des dizaines en Lituanie, à Novardok par exemple, c'est le Sabbat Meslavodka qui l'a fait descendre, et que finalement, aujourd'hui, c'est pas tellement ça marche plus aujourd'hui. Parce que tu dis à un jeune qui étudie Shiva, t'es un bidon, tu vois rien du tout, et qu'en fait tu vas être mangé par les rats à la fin de ta vie, il n'y a plus envie d'étudier la Torah. Ça marchait peut-être il y a 100 ans, mais aujourd'hui ça marche plus. Ok. Bon. Mais on voit bien qu'il est sorti des très grands hommes de cette technique-là. C'est Raphaël Kalinski, ou bien Rav Stapler, il vient de cette chita-là. Rabbeinu, il vient de cette chita-là. Donc il y avait une profondeur là-dedans, que moi, comme je suis tellement loin de cette chita-là, de cette forme de pensée, que je n'arrive même pas à l'expliquer. J'ai une petite anecdote là, je peux vous raconter une petite histoire, Youssef. Moi, c'est une blague. Bon, je ne sais pas si ça va vous faire rigoler, mais c'est qu'un jour, il y avait deux Rosh Yeshiva de Novardok, justement de cette technique-là, qui discutaient ensemble, ils allaient à un mariage. Et ils allaient avec, ils étaient dans une, comment on appelle ça, avec une calèche. Une calèche, voilà. Calèche avec deux chevaux, et il y avait le chauffeur et il y avait les deux Rosh Yeshivot qui étaient là habillés comme ça, de Novardok. Et chacun disait à l'autre, mais tu sais, moi je suis pas grand-chose. Et l'autre disait, moi je suis rien du tout. Il dit, mais moi, je suis encore moins que rien. Il dit, mais moi, toi t'es rien, mais moi je suis moins que rien. Et l'autre dit, mais vous savez, mais moi je suis rien du tout, du tout. Et l'autre dit, mais rien, moi je suis nul, j'existe pas. Et le chauffeur de la calèche, qui est un homme simple, il entend les deux Rosh Yeshivot, les deux sommités qui sont derrière lui, et il leur dit, mais si je peux me permettre, messieurs les rabbinim, comment vous pouvez dire que vous êtes rien? Mais moi, si vous n'êtes rien, qui je suis moi? Alors un des Rosh Yeshiva, il dit, mais qui tu es toi pour parler? On raconte ça sur les Marocains. Quoi? On raconte ça sur les Marocains, le rabbin marocain. Non, moi j'ai pas entendu. Attends, Marocain, t'as entendu? Bon, bref. Voilà, ça c'est Novardok. Maintenant, deuxième chita, c'est Slavotka. C'est ce qui marche le plus aujourd'hui en fait. C'est quoi? C'est prendre exactement l'opposé de cette chita-là. C'est au lieu de dire que l'homme il vient d'Adama, ce qui est vrai, le Shlag Kadosh, il disait que dans le mot Adam, il y a deux compréhensions. Il y a l'homme Adam, ça vient de Adama, qui vient de la terre, donc il va retourner à la terre. Mais il y a aussi Adamé, qui ressemble à Dieu, qui a aussi, donc il y a un côté qui est très très élevé dans l'humain. Il y a le côté qui est matière, mais le côté qui est spirituel dans l'humain. Et donc nous en fait, on doit mettre en évidence le côté grandeur de l'humain. D'accord? C'est ce qui marche aujourd'hui. C'est la Shivat Revron, Shivat Slavotka. Aujourd'hui, pas Slavotka, c'est pas tellement cette chita-là. Mais à l'origine, Slavotka de l'époque, il y a 80 ans, ça a donné Hebron aujourd'hui. Hebron, Hebron, c'est pas la ville de Hebron. Hebron, c'est à Jérusalem. La Shivat Hebron, c'est la plus grande yeshiva qu'il y a aujourd'hui, à entre 4000 élèves. C'est la yeshiva qui fait passer ce message-là de Gadlut à Adam. Parce que j'en parle très souvent, de grandeur de l'homme. Ok? C'est ce qui fait passer Gadlut à Adam. Bon, toi, t'as pas étudié tellement cette chita-là. Non, aujourd'hui, ça fait. Si, ça marche très bien aujourd'hui. C'est ce qui marche aujourd'hui. En fait, nos élèves dans les yeshivot, comment on les forme? En leur disant, regardez comme vous êtes grand. On ne peut pas leur dire, regardez comme vous êtes petit. On leur dit, regardez comment un homme, comment vous avez quitté le monde matériel, vous vous êtes mis à la yeshiva et vous êtes mis à étudier la Torah 15 heures par jour pour devenir des grands amis d'Echamim dans un monde aussi puissant au niveau matière. Le monde aujourd'hui il est très matériel. Le monde il est tenu par la finance internationale. Et on dit à des jeunes, arrêtez de travailler, mettez-vous à étudier la Torah toute la journée, des textes qui n'ont pas du tout de conséquences aujourd'hui. C'est pas évident. C'est une très grande grandeur de l'humain de faire ça, de se mettre à étudier la Torah. Donc mettre en évidence ce principe-là et de dire que le monde il tient par les gens qui étudient la Torah. Ouais. Ça c'est ce qui est. Mais alors, c'est-à-dire quels sont les signes extérieurs de cette chita-là, c'est-à-dire de cette école, c'est que les gens qui étudient à Hebron, les vrais, ils s'habillent super bien, très classe, des chaussures cirées tout le temps, des lunettes, j'allais dire Prada. Bon, celle-là valent 5 shekels, mais vous voyez, genre très classe, tu vois. Super classe. C'est une chita. Oui.
La chita dont on a été formé, nous, c'est Mir. Mir, ça marche aussi aujourd'hui, c'est un peu entre les deux. C'est ni l'un ni l'autre. Vous voyez, c'est Mir, c'est un peu, bon, arrête de la jouer. C'est acheté de Rabbi Rucham, le Saba Mikelem, Rabbi Rucham, le Saba Mikelem, Rabbi Rucham, il étudié chez Saba Mikelem, et Rabbi Rucham étudié chez Rabbi Rucham. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est entre les deux. C'est-à-dire, en fait, c'est, si vous voulez, c'est ce qu'on essaie d'enseigner, nous, dans les jours, c'est, en fait, c'est prendre conscience que l'homme, il a des qualités, il a des défauts, mais c'est pas parce que l'homme, il a des défauts qu'il doit déprimer. Ok, tu as des défauts, mais tu es né avec, quelque chose t'a donné ses défauts et ses qualités, mais utilise ces qualités et essaie de neutraliser un peu les défauts que tu as, mais ne te prends pas, comme dirait mon ami, comme dirait un de mes amis, arrête de te flageller, n'es pas obligé de te flageller. C'est pas parce que tu as des défauts que tu dis, ah, comme je suis un rigolo, je suis rien du tout, je suis un manqueur. Tu n'es pas obligé de dire que tu es un manqueur. Ok, tu as des défauts, quand je crois que tu as donné ces défauts, notre travail c'est d'essayer de les neutraliser un petit peu. De les enlever complètement, on n'y arrivera pas, mais au moins les neutraliser. Ok, donc vous voyez, le moussard en fait c'est quoi? C'est on va te mettre en évidence les points positifs et négatifs qu'il y a dans ton être, et toi, tu vas maintenant, sachant qui tu es, ben, tu vas essayer maintenant d'avoir un contrôle sur ce côté positif et négatif, de neutraliser le négatif, de mettre en évidence le positif et de grandir avec le positif. Maintenant, comment on fait pour y arriver? Alors il y a des techniques, c'est ce qu'on va étudier maintenant. Ok, vous comprenez Rabbi Yosef? Vous avez entendu Rabbi Yosef? C'est ça en gros l'histoire du moussard. Donc le moussard en fait, c'est le développement, c'est ce qui va permettre le développement de la personnalité. Le mieux c'est de faire ça à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais si on le fait à 40 ans, 50 ans, ça marche aussi. Seulement il faut le faire. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ce genre de truc. Par exemple, les gens qui sont très très branchés à l'akha, ils ne comprennent pas très bien les cours de moussard. Ils disent mais qu'est-ce qu'il veut exactement? On ne comprend pas ce qu'il veut. C'est pas ni blanc ni noir, c'est toujours gris. Le moussard, c'est ni blanc ni noir. Il n'y a personne qui est complètement noir ou complètement blanc. Personne qui est complètement rachat ou complètement tzaddik. Ça n'existe pas. Il y a des nuances dans chaque chose. Donc, il y a des gens qui ont du mal à accepter les nuances. Ils veulent ou blanc ou noir. Moi, je vois des gens, mais Rav, donne-moi une réponse. Oui ou non? Ben, il n'y a pas des fois ni oui ou non, ni non. On ne peut pas dire ni oui ni non. Des fois, il faut savoir, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de la famille, ça dépend de... C'est pas toujours qu'on peut savoir la réponse si facilement. Tout n'est pas clair, tout n'est pas si simple. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Donc maintenant, le cours que je vais vous faire maintenant, je vais essayer d'expliquer maintenant avant Pessah, comment arriver à mettre en évidence les côtés positifs de l'homme et neutraliser les côtés négatifs. À demain.